Tiens, Jackie, devine la surprise. Ben, j'ai reçu ton ordinateur. Dis donc, 9 mois, c'est... Ouais, on l'a reçu. Attends, il doit y avoir un système. Non, c'est... Qu'est-ce que c'est ce bordel-là? Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast des gens qui ont déjà peur de devenir des vieux cons à 22 et 24 ans. Donc, je suis Stan de marketingmania.fr et j'ai 24 ans. Et je suis Paul de sayingmachine.fr et j'ai 22 ans. Donc aujourd'hui, on parle de comment ne pas devenir un vieux con. On va parler de comment réagir face aux nouvelles choses qui arrivent, aux nouveaux médias, aux nouveaux types d'émissions de divertissement que les jeunes adorent et qu'on ne comprend pas. Comment est-ce qu'on peut les regarder ou en tout cas en apprendre quelque chose qu'on peut appliquer dans nos business et nos activités. On voudra en particulier différents exemples de situations dans lesquelles nous, on s'est retrouvés et ce qu'on a fait et les choses qu'on a pu apprendre une fois qu'on a pu passer notre attitude de départ. Avant de commencer, eh bien, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui resteront toujours la même. Et bien sûr, depuis des centaines d'années, eh bien, les podcasteurs ont besoin, pour survivre, de recevoir des évaluations iTunes. Donc, si vous avez dans votre bon cœur de nous laisser une petite évaluation iTunes à 5 étoiles, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur iTunes ou bien sur la plateforme de votre choix, tapez Nomade Digital, cliquez sur laisser une évaluation, cliquez sur l'évaluation de votre choix. On aimerait beaucoup une évaluation 5 étoiles, bien sûr. Et puis, voilà, nous laisser cette petite évaluation. Ça prend quelques minutes et ça nous aide beaucoup. Le podcast Nomade Digital a beaucoup bénéficié de tous ceux d'entre vous qui ont laissé une évaluation jusqu'ici, ce qui est très, très sympa de votre part. Donc, voilà. On en arrive à notre sujet du jour. Non, avant le sujet du jour, j'ai un nouveau coup de gueule. Donc déjà, la semaine dernière, c'était un coup de gueule contre le gouvernement vietnamien. Cette fois, je m'attaque à un peu plus petit. C'est un coup de gueule contre le podcast Tropical MBA qui nous a totalement plagié. Donc dans le dernier podcast, il parle justement c'est quoi le futur pour un nomade digital. Donc ils l'ont forcément fait après nous. Ouais, mais d'ailleurs, je sais que Dan Andrews, il a engagé en fait un traducteur français et il traduit tous nos podcasts en anglais et après il les écoute et il s'en inspire pour son propre podcast. Hein. J'en ai aucun doute. Ça a été confirmé ça. Ouais. J'ai vu son offre d'emploi sur Odesk en fait. Mais plus sérieusement, en fait, Tropical MBA, ça a été une grosse source d'inspiration pour nous parce que en fait, c'est un peu le même principe. C'est deux mecs qui parlent d'entrepreneuriat et de voyage, en clair. Et donc pour le coup, on leur doit quand même pas mal. Surtout Stan, il les écoute beaucoup, moi un peu moins. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en chaque début de podcast, on dit je suis Stan de Marketing Mania, je suis Paul de sayingmachine.fr. C'est pas tant pour parler de nos sites, c'est surtout que moi, en fait, après avoir écouté peut-être 40 épisodes de Tropical MBA, je sais toujours pas qui est Dan et qui est Yann. Ah ouais, t'es sérieux? Je sais toujours pas, j'ai pas porté suffisamment d'attention et vu qu'ils le disent pas en début de podcast, donc on voulait éviter ça. Je suis Paul et lui c'est Stan. Non, moi j'ai mis ça dans le plan parce que je voulais caser mon URL à chaque début de podcast. Ah voilà, on a des objectifs différents, mais on s'est retrouvés. Donc, si tu te souviens, la façon dont on est rentré en contact pour la première fois, c'est que tu m'avais envoyé un message sur le DC, qui est justement le forum privé du Tropical MBA. Voilà. Ah, c'est marrant, je m'en souviens. Donc voilà, c'était un peu la minute marrante du jour parce que clairement, on leur doit beaucoup dans la genèse de ce podcast. Aujourd'hui, on va commencer avec une petite citation d'un monsieur qui s'appelle Douglas Adams et qui, je pense, introduit bien le sujet du jour. Donc voilà la citation. « Je suis venu aujourd'hui avec un ensemble de règles qui décrivent nos réactions aux technologies. Numéro 1. Tout ce qui est dans le monde lorsque vous êtes né est normal et ordinaire. Et c'est juste une partie naturelle de la façon dont le monde fonctionne. Numéro 2. Tout ce qui est inventé entre le moment où vous avez entre 15 et 35 ans est nouveau, est passionnant et révolutionnaire. Et vous pouvez probablement vous faire une carrière dans ce milieu-là. Et numéro 3. Tout ce qui a été inventé après que vous avez 35 ans est contraire à l'ordre naturel des choses.
Et je pense que Douglas Adams a été un peu généreux avec la nature humaine dans cette citation. Sur les 35 ans. Parce que voilà, on en parlera. Nous, on n'a pas 35 ans. Et des trucs, on voit ça, on se dit waouh, qui a inventé ça? Comment ça marche? Pourquoi est-ce que ils ont 100 millions d'utilisateurs? Je pense en particulier à Snapchat dans mon cas. On en parlera plus tard dans le podcast. Mais je pense qu'on aura d'autres exemples en termes de ce qui se passe sur YouTube, ce genre de choses. Et j'ajouterai une autre citation qui est de Socrate. Bon, pour le coup, elle est très, très connue, elle est utilisée constamment, mais moi, je trouve que c'est quand même super marrant d'avoir quelqu'un qui a vécu il y a plus de 2500 ans dire exactement ce que quelqu'un pourrait dire aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, c'est... Attention. Notre jeunesse est mal élevée, elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce. Ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais. Bon, ce seraient des termes un peu différents, mais ça pourrait se rapprocher de quelqu'un un peu plus âgé, un peu aigri, quoi. Donc je trouve ça juste marrant et ça montre bien que c'est quelque chose de constant. Il n'y avait pas une citation de Aristote, justement, où quand les enfants commençaient à apprendre à lire, ils disaient c'est un scandale, les enfants apprennent à lire, ils n'auront plus aucune mémoire, maintenant ils pourront tous se reposer sur les livres et lire toutes les informations dont ils ont besoin. Et l'art de la mémorisation et du discours va disparaître. C'est vrai, c'est vrai. Ce que je trouvais assez marrant. J'ai déjà vu ça. Donc voilà, sur ce, le but de ce podcast, c'est pas de se moquer des autres. Pour nous, c'est vraiment de réfléchir comment dans notre propre vie, on a rencontré ces principes et comment est-ce qu'on a essayé de les surmonter ou en tout cas d'en apprendre quelque chose. Et pour moi, mon premier exemple, ça va être Secret Story. Donc Secret Story, bien sûr, c'est une émission de télé-réalité qui passait sur TF1 et qui passe toujours. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. À l'origine, moi, j'étais vraiment... À l'époque, j'avais 19 ans, tu vois, quand j'ai commencé à regarder ça. Et j'étais vraiment trop snob pour regarder Secret Story. Donc en fait, ce qui se fait, c'est que mon petit frère le regardait sur la télé. Et donc, du coup, je pouvais m'asseoir de façon ironique et regarder Secret Story, etc. Ton sentiment de supériorité, quoi. C'est ça. Et j'avais du temps pareil, moi. Je pouvais baigner dans ce sentiment de supériorité en me disant, mais c'est vraiment débile ce que tu regardes, et en même temps regarder avec lui. Ce qui est quand même, assez fort, tu vois, en termes de prouesse. Tu peux à la fois. Et en plus, je le regardais chaque jour, hein, c'était pas une fois de temps en temps. Et je suivais et tout, et après on en discutait, mais moi j'avais toujours ce détachement ironique. Et un peu après cette période, voilà, 2 ans après, donc je pense que quand j'ai dit 20 ans, c'était plutôt j'avais 17-18 ans à l'époque où je les regardais. Mais après cette période, quand j'avais 20 ans justement, j'ai commencé à bosser dans une boîte de prod dans la télé et j'ai commencé à voir le derrière des coulisses de ces émissions de télé-réalité. Et en fait, parfois, tu as l'impression que c'est complètement débile, ils ont juste mis des mecs dans une pièce et ils les ont filmés. En fait, pas du tout. Derrière, il y a des producteurs qui sont des gens très intelligents, qui font une réflexion très précise sur le concept de l'émission, sur ce qu'ils appellent le format, sur le rythme, sur comment garder l'intérêt du téléspectateur. Ils réfléchissent sur leur émission, sur le casting. Il y a un travail très particulier sur le casting et sur les personnalités et sur l'équilibrage des différentes émotions, etc. Tout ça pour dire que il y avait beaucoup d'intelligence, en fait, qui servait à construire cette émission-là. Et par ailleurs, du point de vue, en tout cas, des gens qui avaient créé l'émission, c'était un succès parce que beaucoup de gens le regardaient. Et puis derrière, voilà, leur métier, c'était de faire une émission que les gens regardent. Et puis derrière, d'avoir des espaces publicitaires. Donc, c'était un succès de ce point de vue-là. Ça va être mon seul bémol par rapport à ça. C'est que, justement, est-ce que leur intelligence n'aurait pas été mieux consacrée ailleurs ? C'est, je pense, quelque chose sur lequel on reviendra à chaque fois, c'est que si le produit final, même si le produit final est très bien pensé, on va dire en coulisses, mais si le résultat est quand même abrutissant, est-ce que c'est pas un peu dommage ? Peut-être, mais si tu veux, de mon point de vue, c'est pas à moi de le dire. D'accord. Sachant qu'il y a des choses que moi que je regarde voilà, on peut parler, tu parlais tout à l'heure de Squeezie, moi je peux parler de PewDiePie. PewDiePie, c'est un YouTuber, il vient à l'origine de Suède, c'est le plus gros YouTuber au monde, il a une chaîne YouTube avec plus de 40 millions d'abonnés. La plupart des gens se disent, ce mec-là, c'est complètement débile ce qu'il fait, c'est complètement nul. Moi, ça me fait marrer. Tu vois, c'est pas particulièrement intellectuel, PewDiePie. Je pense que le gars est très intelligent, mais ce qu'il fait, c'est la plupart du temps, c'est complètement absurde, etc. Et moi, ça me fait marrer, ça m'apporte, tu vois, 6 minutes de joie dans la soirée quand je suis un peu crevé après le boulot et que j'allume ça et que je regarde, tu vois. Donc, en quoi est-ce que c'est à moi de juger que le divertissement des autres n'est pas au niveau, tu vois. Bon, pour moi, c'est difficile à dire. Et au niveau de l'idée que l'intelligence des gens n'est pas forcément bien exploitée, je pense que ça peut se dire de nombreuses choses et pas que de ça. Par exemple, si tu regardes dans la finance, il y a beaucoup de gens dans la finance qui sont très intelligents et qui, pour le coup, sont à un niveau où les mecs pourraient travailler au CERN, tu vois. Et ils ont un doctorat en physique quantique et tout.
Et ces gars-là, comme les boulots les mieux payés dans ce domaine, c'est dans la finance, ils vont aller faire des trucs dans la finance où, en gros, ils servent à optimiser de 0,1 microseconde le temps de transaction parce que ça vaut 100 millions par an pour leur hedge fund, quoi. Et ça peut être dit pour toi ou moi aussi. Toi, tu fais des pubs Facebook, ce qui est pas non plus, tu vas pas faire progresser l'humanité. Et moi, je fais de l'e-commerce, je vais pas faire progresser l'humanité non plus. C'est ça. Donc, de manière générale, la majorité des boulots sont faits d'un point de vue économique. C'est tout. Et en un sens, moi, j'ai appris à suspendre ce sens de jugement, tu vois. À pouvoir juger pour moi les choses qui me semblent avoir de la valeur ou qui me semblent avoir de la signification pour moi, tu vois. Et pas juger là où les autres trouvent la leur. Ce qui a probablement été une des idées, ça et la façon de reconnaître que derrière les émissions de télé les plus débiles sur la surface, il y avait en fait beaucoup d'intelligence qui avait construit ça. Ces deux dynamiques-là se sont couplinées pour que tu puisses commencer à en apprendre des choses. Je pourrais pas être plus d'accord. Donc, parle-nous de Squeezie, justement. Moi, en l'occurrence, pour donner un peu de contexte, j'ai un petit frère qui a presque 9 ans de moins que moi. Donc, on est vraiment à un âge assez différent. Et du coup, j'essaie de savoir ce qui l'intéresse. Et du coup, ça, c'est marrant parce que du coup, je me vois, moi, à 13 ans, avec mes parents qui n'ont rien à foutre de ce qui m'intéresse. Donc, j'essaie de faire un petit effort. Donc, c'était quoi quand tu avais 13 ans qui t'intéressait et que tes parents en avaient rien à foutre? Moi, en l'occurrence, 13 ans, c'était même peut-être un peu plus tôt, remarque. Mais Dofus, j'étais totalement à fond sur Dofus. Je sais pas si tu connais ce jeu. Ouais, j'ai joué un petit peu à Dofus. C'était ma vie. J'étais vraiment à fond. Tu peux expliquer ce que c'est Dofus pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un MMORPG, donc un jeu, pour ceux qui connaissent World of Warcraft, c'est les mêmes principes, mais après, c'est très différent, mais c'est un peu les mêmes principes, quoi. Donc, tu montes dans les niveaux, tu t'équipes, c'est assez addictif. Et honnêtement, je regrette pas du tout le temps que j'ai joué, parce que justement, quand j'ai joué, quand j'avais 11, 12, 13 ans, pour moi, c'était des moments géniaux, quoi. Tu payais, tu téléphonais avec les allocodes pour avoir une semaine. Non, c'était galère. J'avais demandé à ma mère à l'époque, il y avait encore des cabines téléphoniques et les gens les utilisaient. Et j'avais demandé à ma mère, c'est une carte justement de cabine téléphonique, en disant mais si jamais je me perds, comme ça je peux t'appeler. Et en fait, c'était juste pour récupérer mes allopass discrètement. Donc voilà, c'était le petit plan. Mais effectivement, je faisais tout et n'importe quoi pour pouvoir jouer à Dofus. Hein. C'était comme un addict au crack qui est prêt à tout pour avoir son shot, quoi. Ah, mais c'est exactement ça. Je me mettais mon réveil à 2h du matin pour aller jouer pendant que mon père ne se rende pas compte. Je faisais tout, quoi. C'est spectaculaire. Mais on s'éloigne un peu du sujet, du coup. L'histoire, c'est justement... Donc, j'essaie de savoir un peu ses intérêts. Et il me dit qu'il suit certains youtubeurs, il me parle de Squeezie. Alors, je vais voir ce que c'est. Je regarde une vidéo. Et j'accroche pas du tout. C'est criard, ça part dans tous les sens, ça gueule. Et c'est là où tu sens que je fais un peu le vieux, toi. C'est criard, ça gueule, toi. C'est un peu ce que les vieux pouvaient dire pour du rock'n'roll, puis ensuite de... Et on rappelle que voilà, t'as 22 ans. Et moi, ça m'intéressait pas du tout. Et après, tu vois le nombre d'abonnés qu'il a, le nombre de vues, et la première réaction que tu te dis, c'est que c'est pas normal, quoi. On peut le dire, c'est combien d'abonnés aujourd'hui, Squeezie? Je sais pas, 2-3 millions, je pense, hein, non? Par là. Du coup, la première réaction, c'est que tu te dis, putain, pour moi, il fait comme de la merde. Il a 2-3 millions d'abonnés, c'est n'importe quoi. Il les mérite pas. C'est qui ses fans? Ok, donc Squeezie, pour préciser, c'est presque 6 millions d'abonnés. Ah, toi, j'ai sous-estimé de loin, quoi. Et il y a tellement de zéros que j'arrive pas à lire, c'est 2 milliards 200 millions de vues. Et vous multipliez ça peut-être par 6 minutes en moyenne et vous avez une idée du temps que les gens ont passé à regarder cette vidéo. Donc après, passer ça, il faut se réfléchir. C'est pas arrivé par hasard. Le mec n'est pas arrivé à 6 millions d'abonnés par hasard. Ça n'arrive pas. C'est pas possible. Donc déjà, la première chose, c'est, je pense, reconnaître le travail qui a été effectué. En l'occurrence, c'est lui, je pense qu'il est dessus depuis 3-4 ans. Il fait des vidéos à un rythme pas possible. Voilà, il faut quand même respecter ça, quoi. C'est pas évident. La majorité des gens, ils seraient pas capables de faire ce qu'il fait. C'est la première chose. Notamment, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, pour le coup, c'est après avoir un peu réfléchi, c'est l'énergie qu'il y met, en fait. Parce que vous pouvez essayer de t'enregistrer une vidéo tout seul. Pour y mettre une bonne énergie, moi j'ai du mal pour les podcasts, notamment tout seul, où je suis un peu léthargique, c'est toujours le cas. C'est très très dur de créer une fausse énergie comme ça, de se pomper un peu pour voilà, être à fond. Et lui, il le fait très bien, quoi. Donc ça, c'est les deux choses, c'est beaucoup de travail. Et aussi, il a quand même très bien navigué la chose. C'est-à-dire que... Tu sais qu'ils ont monté une boîte avec Norman et Cyprien qu'ils ont revendu pour beaucoup d'argent. C'est plusieurs millions d'euros. Avec Cyprien? Ouais, ils sont pas du tout des guignols, ces gars-là. Effectivement, c'est ça, en fait. C'est quand tu vois la vidéo, tu dis, ce mec, c'est un guignol. Et c'est toujours, faut se méfier toujours des apparences. C'est que c'est pas parce qu'il fait un contenu léger, stupide, que c'est-à-dire que dans le fond, dans l'arrière de sa tête, c'est un guignol. Et il a très bien géré son truc. Et je pense qu'il est plus jeune que nous, à mon avis, hein, ou le même âge, je pense. Il a 20 ans. Il est né en 96. Putain, 20 ans.
C'est hallucinant, quoi. Ouais, il est beaucoup plus jeune, du coup. Un autre truc que je respecte beaucoup aussi, c'est qu'il a très bien géré justement son PR, je sais pas comment on l'appelle en français. Relations publiques. Relations publiques. C'est-à-dire que quand tu parles à un marché aussi large, il faut vraiment toujours rester dans les clous, quoi. Et mine de rien, je pense que c'est plus dur que ce qu'on pense de rester dans les clous et de pas faire un seul pas de travers. Ça peut être aussi considéré comme une mauvaise chose, au fond, que justement les personnes qui sont un peu mainstream sont un peu obligées de pas dire d'opinion trop forte, mais je pense que c'est un effort. Et c'est le genre de personne, typiquement, qui est beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air, quoi. Donc, pour toutes ces raisons... Donc, ça, c'est déjà... Ça, c'est plutôt le premier aspect, voilà, avoir la partie un peu reconnaissance, quoi. Ne pas s'arrêter juste aux apparences. Et après, ce qui peut être intéressant, et je vais m'arrêter là, c'est justement, ça a fonctionné, il y a des raisons, et justement, d'essayer de repérer les mécanismes qui ont fait que ça a marché pour lui, et ensuite, peut-être se servir de certains pour découler des principes que vous pouvez utiliser pour le propre business ou votre propre vie de manière générale. Un des trucs que j'adore chez ces gars-là, donc en particulier chez les YouTubers, c'est la façon dont ils peuvent avoir des millions d'abonnés, mais ils restent vachement accessibles. Tu restes avoir l'impression d'être leur pote, et ils arrivent à créer une relation personnelle avec leurs abonnés qui est bluffante vis-à-vis du volume qu'ils ont derrière. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup regardé, la façon dont ils pouvaient interagir avec toi, les petites routines qu'ils pouvaient mettre en place, les façons dont ils pouvaient faire participer leur communauté. Et la façon qu'ils pouvaient avoir de pas trop se prendre au sérieux. En particulier, moi, c'est très marquant pour moi chez PewDiePie, parce que PewDiePie, il est énorme. Si tu veux. Quand PewDiePie va dans une ville et que les gens sachent qu'il vient, il y a des centaines de personnes qui l'attendent à l'aéroport, tu vois. Pour qu'un gars comme ça reste accessible dans sa chambre, ouais, je suis juste un mec qui fait des jeux vidéo, etc., et que ça soit pas faux, il faut que le mec reste vraiment sur Terre. Ah, mais je Et suis en pas fait, sûr ce qu'il fait qu'il souvent, c'est que... reste vraiment sur Terre. Moi, c'est ce que je pense. Si, il reste sur Terre. Moi, PewDiePie, je le regarde énormément, Ouais, et non, je peux te dire je pense que dans sa tête, à mon avis, c'est le genre de personne, pour être arrivé premier, c'est dans sa tête, il pensait depuis le début qu'il allait, enfin, peut-être pas au tout début, mais en tout cas, il a rapidement compris qu'il tenait un truc et qu'il allait le faire monter au maximum. Et il a aussi très bien compris que justement, il fallait garder cet aspect justement abordable. Mais je pense qu'il est très différent, à mon avis, en vidéo et en personne. En personne, toi, c'est ce genre de personne, je serais pas surpris si vraiment de l'aspect intime, c'est une personne justement plutôt pas spécialement chaleureuse, tu vois. C'est mon impression, en tout cas. Peut-être. Après, voilà, on va dire, j'en sais rien. Je suis pas sûr, mais j'en sais rien. L'idée, c'est que sur des centaines et des centaines de vidéos, ils gardent cet aspect d'interaction, etc. Pour donner un exemple précis, dernièrement, ce que PewDiePie a fait, c'est que il s'est mis sur un fond vert. Et il a enregistré des clips de vidéos, tu vois, des bouts de vidéos, il fait des conneries, il dit des trucs, il fait des gestes, etc. Il a uploadé tout ça sur YouTube et il a dit à sa communauté, bah, si vous voulez, prenez mes vidéos sur fond vert, faites ce que vous voulez avec, et après on fera une vidéo où on commente tout ça. Donc en gros, tous les gars ont pris ce qu'il avait fait sur fond vert, ont fait leur propre vidéo, donc voilà, ils lui font faire n'importe quoi, ils se foutent de sa gueule, ils le mettent avec d'autres YouTubers, etc. Ils montent leurs propres vidéos, et lui, après, il regarde les vidéos que sa communauté a montées, et il réagit dessus, et il parle avec eux, tu vois. Et ça lui permet de faire... voilà, avec 40 millions de personnes, tu as l'impression qu'il interagit encore avec les gens et qu'il peut avoir cet élément-là. Et nous, tu vois, c'est ce qu'on essaye de faire à notre tout petit niveau quand on dit aux gens, envoyez-nous un message vocal, tu vois, où on dit aux gens, envoyez-nous un message vocal. D'ailleurs, c'est sur le site, hein, vous pouvez vous rendre sur l'adresse nomaddigitalpodcast.com et nous envoyer un message vocal, on sera très content de l'avoir. Ça nous permet de dire comment est-ce qu'on peut interagir avec les gens, comment est-ce qu'on peut ajouter de l'interaction de notre public dans l'émission. Et ça fait partie des choses qu'on peut tirer d'eux. Bah, même Secret Story, il y avait un système où tu pouvais voter par téléphone pour savoir qui allait être éliminé. D'ailleurs, on devrait faire ça dans ce podcast. Votez 1 si vous voulez que Paul soit éliminé, votez 2 si c'est moi qui suis éliminé. 36-37. On reçoit que des 1 et 2 ensemble, quoi. Un 12. Ouais. C'est vous tous les deux. 12, le prochain épisode, ça, c'est un blanc de 12 minutes. Avec juste les bruits de fond, tu sais, du scooter derrière. Et voilà. Donc, tout ça, c'est les éléments qu'on peut en retirer. Moi, j'ai un challenge qui est courant là-dessus, et c'est Snapchat. Donc, il y a quelques épisodes, on a invité Antoine BM sur l'émission, qui est très fort sur YouTube. YouTube, qui est quelque chose que je comprends, et j'aime bien suivre Antoine sur YouTube. Il est aussi très fort sur Snapchat. Et moi, Snapchat, c'est encore un truc avec lequel j'ai un peu du mal. Donc, Snapchat, c'est vraiment... Moi, je l'ai même pas installé, pour être honnête. Donc, ouais. j'ai encore plus du mal, quoi. Pour moi, le format avec lequel je suis le plus confortable en tant que création, c'est clairement le podcast. Et Snapchat, en quelque sorte, c'est presque le
le truc complètement opposé au podcast. Donc, le podcast, c'est relativement long, tu as l'attention des gens pendant longtemps, tu as entièrement l'élément voilà, de voix, tu n'as pas trop d'éléments visuels. Snapchat, c'est ultra visuel, c'est ultra court, ça doit être ultra dynamique, etc. Et pourtant, si tu regardes les chiffres d'utilisation de Snapchat, c'est hallucinant. Sur les ados, ils ont une pénétration de 100%. Ils sont largement devant Twitter, Facebook, tout ce que tu veux, tous les réseaux XY. Les gars qui mènent Snapchat ont refusé plus d'1 milliard de dollars de Facebook pour se faire acheter, etc. Tu vois, il y a vraiment un truc derrière. Donc, j'ai du mal encore à le comprendre. Mais il y a clairement un truc psychologique derrière Snapchat qui fait que ça a un engouement énorme dans la population. Et en fait, c'est en train de plus en plus en train de remonter la pyramide des âges. C'est-à-dire, de la même façon que Facebook, au départ, était uniquement réservé aux jeunes, maintenant tout le monde est dessus. Snapchat est en train de monter. Et pour le moment, l'hypothèse sur laquelle je suis en ce moment est la suivante. L'avantage de Snapchat par rapport à toutes les autres plateformes, c'est que tu retrouves un sens d'immédiateté. Quand on voit un message sur Facebook ou un SMS, tu as un historique de ta conversation. Si tu envoies une photo, il faut qu'elle soit bien. La plupart des gens, quand ils font des photos sur leur téléphone, ils font 40 photos pour en sélectionner une. Ils envoient juste les photos où ils ont une bonne tête. Sur Snapchat, tu t'en fous parce que tout est éphémère. C'est un peu comme quand tu parles à quelqu'un dans la vraie vie. Tu penses pas à ce que tu vas dire, ou si tu vas dire une connerie, ou si tu fais une blague pas drôle, parce que ça disparaît, c'est éphémère, il y a rien de reste. Et je pense que Snapchat permet aux gens de recapturer un peu cette interaction plus directe, moins étudiée. Et c'est une des raisons pour laquelle, en particulier les ados, quand t'es ado, t'as un grand questionnement de ta place dans le groupe social, de qui est cool, qui est pas cool, de comment tu te positionnes par rapport à différentes personnes. Et peut-être que le fait de pouvoir expérimenter dans un univers numérique, tu vois, qui est avec moins de jugement, avec des choses qui restent moins. Qui oublie tout simplement. Voilà. Plus éphémère, et ben ça, je pense que ça ajoute un élément de respiration, etc. Et par ailleurs, clairement, pour les ados, il y avait l'effet que, comme leurs parents n'étaient pas encore dessus, ça leur donnait un espace de liberté pour expérimenter. Et toi, tu utilises Snapchat pourquoi ? Alors, je viens de retélécharger l'appli récemment. Pour l'instant, j'ai commencé la chose la plus facile sur Snapchat, ça veut dire que je Snapchat avec mon petit frère, justement. Parce que vraiment, la beauté dans la vie, c'est d'avoir des petits frères. Alors, je pense que ce sera le thème de cet épisode, que dès que tu as un petit frère, tu regardes ce que lui fait et tu essaies de dire « Ah ouais, putain, faudrait que j'essaye de comprendre ce truc. » Dans quelques années, ça sera plus dur. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que pour le moment, j'essaye de voir comment les différentes personnes utilisent Snapchat. Je suis différentes personnes. Je suis Antoine BM, Gary Vaynerchuk, qui est évidemment un killer absolu sur Snapchat, mon frère. Et puis, j'envoie des petits snaps à mon frère pour essayer de voir... je sais pas quel est l'intérêt de l'application, à partir de quel moment est-ce que tu peux t'amuser avec. Pour le moment, je suis encore à un niveau enfant. Mais niveau business, pour moi, c'est pas absurde de penser que ça peut être une bonne façon d'interagir avec les gens. Parce que maintenant, tout le monde sait que le reach sur Facebook est de plus en plus mauvais, ça va pas s'améliorer. Et que les gens qui utilisent Snapchat pour interagir avec leur public, avec leur audience, disent qu'ils ont un engagement qui est très fort. Donc voilà, c'est un débouché potentiel. Pour le moment, j'en suis pas encore là. Pour le moment, j'en suis encore à me dire est-ce que ça peut être quelque chose que j'utilise, est-ce que ça peut être quelque chose sur lequel je peux m'amuser, parce que je pense que c'est vraiment le départ, quoi. Tu peux pas utiliser ce genre de truc d'une façon purement cynique en disant ouais, il y a beaucoup de gens dessus, donc il faut que je fasse du contenu et tout. Parce que chaque plateforme a ses propres règles, a sa propre philosophie qui est liée aux contraintes du médium. Rien que la tirade que j'ai fait là, ça prendrait 45 Snapchat à envoyer. Donc, il faut que je repense ma façon de communiquer, ce genre de choses. D'accord. On va en conclure, du coup, sur les 2 leçons du jour, parce qu'aujourd'hui, on a des leçons en premier. Tu veux nous faire la première ? Effectivement, la première, et je pense qu'elle est assez essentielle, c'est que du coup, j'ai répété 3 fois la même chose de façon différente, en fait, dans le plan. Donc, la première, c'est la loi du marché. Donc, vous le savez. Il y a récemment Gary qui a utilisé une expression aussi qui est « market is the market », donc le marché, c'est le marché. Dire, vous ne pouvez pas essayer de négocier avec le marché ou quoi que ce soit. Le marché a toujours raison. Et la dernière, ce serait tu t'adaptes ou tu crèves. Et je pense que c'est assez crucial. Si vous rejetez les choses par principe moral, vous allez vite vous retrouver à la traîne, en fait. De manière générale, faut voir ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne et comment ça peut vous bénéficier. Faut pas appliquer un jugement de valeur. Déjà, faut faire ce qu'a fait, c'est au moins expérimenter, quoi. Au moins essayer de comprendre un peu et pas rejeter de base.
La deuxième leçon que je voudrais souligner, c'est l'idée qu'il y a vraiment des principes universels. Donc, parmi toutes les choses dont on a parlé, que ce soit la télé-réalité, YouTube, Snapchat, ou par rapport au podcasting, au blogging, ou quoi que ce soit, il y a un élément qui est universel là-dedans, c'est les êtres humains. Et en fait, les êtres humains fonctionnent à peu près toujours de la même façon. Et on peut se penser que les jeunes sont complètement différents, ils n'ont pas les bonnes valeurs, mais en fait, finalement, ils fonctionnent selon les mêmes pulsions fondamentales. Et parmi ces principes universels, c'est l'attention. Comment est-ce que tu captures l'attention? Comment est-ce que tu crées une relation personnelle avec les gens? L'idée de mise en scène. Comment est-ce que tu délivres un message d'une nouvelle façon, avec de façon impactante? Et moi, vraiment, là où ça se synthétise pour moi, c'est dans l'idée de l'innovation. Parce qu'en fait, si tu regardes la façon dont l'innovation fonctionne, bien souvent, c'est pas que tu vas avoir une idée radicale. Donc, par exemple, si nous, on veut apporter de l'innovation dans le domaine du podcast, c'est pas en ayant une idée radicale de nouveaux podcasts qui n'a rien à voir avec ce qui s'est fait avant, c'est en regardant ce qui se fait dans différents marchés, dans différentes industries, et en essayant d'adapter différentes idées d'une industrie à l'autre. Et par exemple, on l'a dit au début d'épisode que l'idée de ce podcast a été pas mal inspirée par un podcast anglophone qui s'appelle le Tropical MBA, mais la section lifestyle a été inspirée par un autre podcast qui s'appelle Pop Culture Happy Hour, où ils ont à la fin une section qui s'appelle ce qui nous rend heureux cette semaine, où ils te disent un truc qui les a fait kiffer cette semaine, tu vois, pour boucler l'épisode avec un peu plus de personnalité. Et encore, on pourrait parler de la musique d'intro, des différentes sections, de la façon dont c'est construit. La construction de cet épisode, moi, en termes de format, tu vois, j'ai appris ça aussi un peu dans la télé, que la façon dont un épisode de Secret Story est construit, tu vois, ça t'apprend quelque chose sur comment construire le contenu. Et pour résumer, si tu veux innover dans ce que tu fais, ça peut être intéressant de regarder au-delà de tes concurrents, dans des choses qui n'ont rien à voir, et voir ce que tu peux en retirer, ce que tu peux réadapter dans ton propre business. Effectivement, en tous les cas, c'est toujours essayer de creuser, quoi. Constamment creuser, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, quel que soit le business. Et je pense que de toute façon, dans tous les cas, ça reste un bon exercice mental. Même si tu n'en retires rien, ça reste... faut un peu aiguiser ce sens-là, je pense. Ouais, surtout qu'on en aura besoin dans le futur, parce que là, on n'a encore rien vu. Snapchat, pour le moment, c'est encore gentil. Quand les gars seront branchés dans la matrice pendant 12 heures, putain, il va falloir comprendre ce qui se passe, quoi. La réalité virtuelle et tout, ça arrive. Sur ce message vraiment futuriste, voilà. Je sais pas comment le formuler aujourd'hui, donc je vais le faire de façon très simple. Allez nous laisser une évaluation iTunes, 5 étoiles. Je pense qu'on a tout donné la semaine dernière. Ouais, on a tout donné. Ouais. C'est vraiment... Il reste plus rien là. Il reste rien, ouais. Donc voilà, sur ce, on arrive à la section lifestyle. D'accord, donc je commence par ma recommandation. C'est un plugin Chrome qui s'intègre avec Gmail, en fait, qui s'appelle Boomerang, donc Boomerang. En fait, c'est utile pour envoyer... Il y a plein de fonctions, mais je n'ai pas trop exploré, mais c'est utile pour envoyer des réponses. Enfin, en gros, vous écrivez votre message, vous faites envoyer dans 2 jours, par exemple. Et l'email sera envoyé que dans 2 jours. C'est particulièrement efficace pour les gens avec lesquels vous ne voulez pas avoir une conversation trop régulière. Vous ne voulez pas, qui vous répondent dans les 10 minutes. Vous leur répondez. Voilà. L'autre truc auquel ça peut être utile aussi, moi, c'est dans certains cas, c'est... j'ai pas de bon exemple, c'est un peu couillon, j'ai pas de bon exemple. C'est par exemple... du coup, c'est pas un exemple, hein, c'est un exemple théorique, on va dire. Donc, bref. En théorie, imaginons que vous soyez à 95% de chance sûre que vous voulez envoyer cet email à cette personne, sauf s'il se produit un événement pendant la semaine. Mais du coup, ça vous fait chier d'attendre que l'événement se produise pour savoir si vous l'envoyez ou pas. Ce que vous faites, c'est que vous préparez l'email, vous le faites envoyer dans une semaine, et si au cours de la semaine, il se passe l'événement que vous redoutiez, les 5% de chance, vous annulez l'email, et s'il ne se passe rien, l'email part. Ça vous évite d'avoir ça à l'esprit, en fait. Et la dernière chose la plus importante, en fait, que je capte pour la fin, c'est aussi assez efficace pour les relances. Tout simplement, il y a une fonction, c'est si la personne ne vous a pas répondu, par exemple, sous une semaine, renvoyez l'email ou envoyer un autre email. Et je vais parler aussi un peu du principe même des relances. Je pense qu'en débutant en business, on a très peur de faire des relances. On n'aime pas déranger les gens, on se sent un peu lourd. Mais il n'y a pas vraiment de mal à faire ça. Il ne faut pas aller non plus trop loin. Mais au pire, même si la personne n'est pas intéressée, de toute façon, voilà, elle n'est pas intéressée. Et au mieux, ce qui peut arriver plus souvent qu'on pense, c'est la personne a loupé le message ou l'a oublié. Et dans ce cas-là, la relance a été efficace. Ouais, ça arrive super souvent. Voilà, faut pas hésiter à relancer.
Et super souvent, plus souvent qu'on pense. Ouais. En fait, au départ, tu penses vraiment que si un gars, tu lui envoies un email, il répond pas, il t'ignore, bah, c'est qu'il a lu le truc et qu'il a dit non, ça m'intéresse pas. Et en fait, bien souvent, tu ça que tu renvoies un deuxième email, le mec te répond pas, tu renvoies un troisième email, et le mec te répond, il fait ouah, c'est génial, c'est super une idée ton truc, on va le faire et tout. Il dit ouais, bah, qu'est-ce qui s'est passé avec mes 2 messages d'avant? Moi, je les ai pas vus passer ou quoi que ce soit, les gens sont occupés et ça arrive très souvent. Et du coup, moi, je vais ajouter une pierre à cet édifice-là. J'ai pas été très original cette semaine. J'ai un autre plugin Chrome justement qui s'appelle Streak. streak.com, qui fait essentiellement des choses similaires à Boomerang, mais qui est vachement utile si tu fais de la vente, en fait. Parce que Streak, il y a un CRM intégré dans ton Gmail qui est super light, super simple. Donc, c'est pas les CRM complets à mettre sur une autre application, etc. C'est déjà dans ton Gmail, donc tu l'as déjà. Tu peux suivre les stages de différents clients, mettre des notes dans tes prospects. Et tu as toutes les fonctions de relancer les gens, envoyer l'email plus tard. Tu peux suivre si les gens ont ouvert ou pas ton email, ce qui est toujours très utile. Quand tu fais un truc comme ça où tu veux savoir si est-ce qu'il a ouvert mon email et il n'a pas répondu, est-ce qu'il l'a pas encore ouvert, ce genre de choses. Et moi, en fait, maintenant, j'envoie plus aucun email qui demande une réponse sans avoir un snooze dans Streak. Donc, tous les emails que j'envoie, je mets ça parce que, voilà, bien souvent, les gens vont lire ton email, vont le garder pour plus tard. Ici, dans 72 heures, les gens m'ont pas répondu, je vais systématiquement les relancer parce que, voilà, en fait, ça mange pas de pain. Et moi, quand les gens me relancent, je dis « Ah ouais, putain, c'est vrai que j'avais oublié ça ». Donc, probablement, j'y serais revenu à un moment donné, mais le fait qu'ils me relancent me pousse à m'y aller plus tôt et à me sentir un peu coupable, en fait, d'avoir laissé traîner les choses. Sur ce, on va se quitter. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur nomadedigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner ou bien nous laisser votre avis par commentaire, par message vocal ou sur iTunes. À la semaine prochaine. À jeudi prochain.